La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin par des adieux. Il a le doigt pointé vers nous, l'air déterminé, mais c'est la dernière fois sans doute qu'il a droit à la une de l'équipe. Car cette fois, il tire sa révérence. La dernière coupe, c'est le titre du quotidien sportif. Dernier tournoi pour Rafael Nadal, un événement planétaire. David Loriot raconte que 462 journalistes ont été accrédités pour cette Coupe Davis. Le billet d'entrée pour voir une dernière fois le grand Rafael sur le court s'élève à 3 373 €. Et même pas sûr qu'il joue. Plein d'humilité, il admet qu'il est juste au service de l'équipe d'Espagne. Il n'y a pas d'adieu idéal, déclare Nadal. L'adieu idéal, c'est réservé aux films américains et je ne sais pas, et je sais que je n'en aurai pas. Oh, ça c'est pas certain. On passe à la situation en Ukraine. Où il n'y aura pas d'adieu aux armes idéales, films américains ou pas. 1000, le chiffre claque à la une des journaux. 1000 jours que la guerre en Ukraine a commencé, c'est l'occasion pour la presse de reparler un peu de ce conflit qui a fini par lasser. Au bout de 1000 jours, où en est-on, Olivier ? Alors, si vous voulez entendre que la Russie est exsangue, lisez le papier d'Yves Bourdillon des Échos. L'armée russe devait être à Kiev en 4 jours, rappelle-t-il. 2 ans et demi plus tard, elle continue à piétiner dans le Donbass. En 1000 jours, l'armée russe s'est largement discréditée, poursuit-il. Elle a perdu au moins la moitié de ses blindés, le tiers de sa flotte en mer Noire. Moscou n'a atteint quasiment aucun de ses objectifs. Si en revanche vous voulez lire que c'est l'Ukraine qui est au bord du gouffre, plongez-vous plutôt dans l'article d'Isabelle Lasserre du Figaro. Selon les services secrets américains, écrit-elle, 50 000 soldats préparent une contre-offensive pour reprendre les territoires conquis par les Ukrainiens. Le Kremlin préparerait aussi un assaut sur le front sud. Alors, quelle est la vérité de la situation ? Eh bien, sans doute que ce sont 2 pays exsangues. Dans le Parisien, Jean-Baptiste Isaac avance même le chiffre d'1 million de morts ou de blessés dans les 2 camps. La grande question, c'est comment cette guerre peut-elle s'arrêter ? Et la grande réponse est à chercher du côté des États-Unis. Dans tous les journaux, vous lirez que la décision de Biden d'autoriser les Ukrainiens à balancer ces missiles longue portée sur les Russes va être un plus pour eux, mais que ce cadeau de départ d'un président qui fait ses cartons ne sera pas décisif. Et puis maintenant, le dossier va incomber à Donald Trump. Alors, parviendra-t-il à débloquer la situation comme il l'a promis ? S'interroge Jean-Dominique Merchet à la une de l'Opinion. Au-delà de ces fanfaronnades, répond-il, on ne peut cependant pas exclure qu'il y parvienne rapidement. Une chose est certaine, depuis son élection, les cartes sont redistribuées. En échange des territoires actuellement sous l'emprise de Moscou et d'engagement sur le statut de l'Ukraine, il pourrait exiger et obtenir un cessez-le-feu immédiat. Dans ce contexte, conclut Merchet, les Européens auraient intérêt à rester unis s'ils veulent peser, même s'ils n'ont ni les capacités ni la volonté de s'opposer frontalement au bulldozer Trump. Pendant ce temps-là, en France... Eh bien, on s'enfonce tranquillement, mais sûrement dans la crise économique, Dimitri. Dernière mauvaise nouvelle en date qui fait la une des Échos. Les groupes internationaux revoient à la baisse leurs investissements en France. En fait, depuis la géniale dissolution, les entreprises étrangères ont le pied sur les freins. Et puis, ne manquez pas cette semaine la tribune de l'historien Pierre Vermeuren dans le Figaro. Panorama économique de la France depuis 2008, c'est très brillant et très déprimant. Oui, c'est vrai. Quoi qu'en disent les dirigeants politiques, la désindustrialisation de l'Hexagone, comme le retour du chômage de masse, sont des réalités de plus en plus traumatisantes pour les classes moyennes et populaires, explique-t-il. Toujours pendant ce temps-là et toujours dans la série Les choses vont de mieux en mieux, Charlie Hebdo a décidé d'organiser un nouveau concours de caricature intitulé Rire de Dieu, une façon, nous dit le journal, de s'insurger contre l'emprise de toutes les religions sur la société. Pour paraphraser des proches, disons que l'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe quel Dieu. Et puis, je vous ai quand même trouvé un petit rayon de soleil ce matin, écoutez ça. Ça, vous connaissez ça. Michel Polnareff, bien sûr. Et alors, est-ce que ça, vous connaissez ? Pas du tout. Non, ça... Vous êtes sûr ? De qui s'agit-il ? Eh ben, c'est aussi du Polnareff. Ah oui. Ah oui, le nouveau Polnareff. Oui, c'est le Parisien qui nous l'annonce. Le rocker à cheveux blancs et lunettes noires sort un nouvel album, s'appelle donc Sexcetera. À 80 ans, c'est à mon avis plus cetera qu'autre chose, mais cela ne nous regarde pas de toute façon. En matière de chansons, c'est comme pour la bagatelle, comme disait Nadal, il n'y a pas d'adieu idéal. Il m'a dit qu'il n'était pas elle. Elle m'a dit qu'elle n'était pas lui. Je me suis cassé à tire d'aile.